Bonjour tout le monde, bienvenue à votre coaching achat immobilier. Mon nom c'est Myriam Cooper et puis on va passer à travers du module 3. Voyons dans un premier temps le sommaire. La première partie, c'est le chemin vers l'approbation hypothécaire. Donc, le chemin vers l'approbation hypothécaire, c'est vraiment comment détenir la lettre de préapprobation. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir toutes ces chances d'avoir cette lettre? À quoi ça sert cette lettre de préapprobation? C'est tout simplement qu'à un moment donné, la banque, lorsque vous allez en faire la demande, la banque va vous sortir une lettre de préapprobation. Vous allez être préapprouvé pour un certain montant qui va vous permettre de commencer à chercher une maison. Et avant de délivrer cette lettre de préapprobation, la banque va vérifier certains critères. Donc, dans la deuxième partie, là, ce seront vraiment, on va voir les tendances, le marché de la location. Donc bravo à vous. Donc si vous arrivez là, c'est sûrement parce que vous avez décidé de concrétiser votre rêve. Vous avez déjà un peu d'argent de côté. Vous savez qu'il faut 5% pour la mise de fonds. Peut-être que vous n'avez pas tout le montant, mais vous avez quand même un certain montant. Maintenant, avant de commencer à chercher votre future maison, la première chose à faire, c'est à décrocher une lettre de préapprobation. Donc cette lettre, dans cette lettre, la banque va tout simplement vous dire c'est quoi le maximum que vous qualifiez pour aller chercher une maison. Mais avant de décrocher cette lettre, la banque va faire des vérifications. Donc la première, c'est au niveau de l'emploi. Alors ici, vous avez une cartographie. Ce serait quoi la meilleure situation en fin de compte pour obtenir cette lettre au niveau emploi? Ce serait déjà d'avoir un plein temps, un emploi à plein temps, que l'emploi soit permanent, d'avoir un salaire garanti, d'avoir dépassé la période de probation, que ce soit terminé. Et puis au niveau du statut au Canada, vous savez qu'il y a des règles hein, à l'heure où vous écoutez la vidéo aujourd'hui, là, à l'heure au 4 janvier 2024, ben il faut avoir un permis de travail ou une résidence permanente ou encore mieux si vous êtes citoyen canadien. Oui, certaines personnes vont dire que au niveau des étudiants internationaux, il y a une possibilité. Oui, il y a des possibilités, mais c'est à voir au cas par cas. C'est un sujet un peu plus délicat. Mais en tout cas, en règle générale, permis de travail, ouvert ou fermé, ça n'a pas d'importance. Ou être résident permanent ou être citoyen. Pour les personnes qui ont un deuxième emploi, donc souvent on va me poser la question, me dire si j'ai un deuxième emploi, est-ce que c'est pris en compte? Donc ça va dépendre. Ça va dépendre des banques. Donc il y a des règles vraiment spécifiques qui s'appliquent. Ça va aller de banque à banque. Il faut aller voir plus dans le détail. Mais oui, il y a des banques qui vont accepter ce deuxième emploi et donc le montant accordé va être plus élevé. Alors, cette cartographie en question, c'est vraiment, on est dans la situation idéale. Ça ne veut pas dire, par exemple, pour la période de probation, imaginez que vous avez 6 mois de période de probation et que vous êtes qu'à 5 mois. Ça ne veut pas dire que la banque va dire non. Juste la banque va mettre une condition dans la lettre de préapprobation, va dire, OK, on vous donne tel montant, mais vous allez devoir attendre que votre période de probation soit terminée. D'accord? Alors, l'attestation d'emploi. Donc, on a parlé d'emploi, la situation idéale. Donc, à ce moment-là, vous allez demander à votre employeur de vous fournir une attestation d'emploi. Donc, les banques vont demander ce document en question. Donc, ici, c'est juste un exemple à quoi ça ressemble. Donc, l'attestation d'emploi, c'est juste, ça va dire votre nom, votre statut au niveau de votre emploi, le poste occupé, depuis quelle date, ça c'est important. Dans l'exemple ici, c'est le 1er janvier 2023 le nombre d'heures que vous effectuez par semaine, s'il s'agit d'un poste permanent, si vous avez fini l'approbation et le montant brut à l'année. Voilà. Donc c'est à peu près à ça que ça ressemble l'attestation d'emploi. Attention, il vous faut généralement environ 2 semaines. Ça dépend d'une entreprise à une autre. Mais avec l'expérience, je vois que ça demande un bon 2 semaines pour obtenir cette lettre. Et la lettre sera à donner à la banque prêteuse. Maintenant, parlons du score de crédit. Alors là, c'est vraiment un domaine vraiment important. Donc, la banque va vérifier aussi c'est quoi votre score de crédit. Donc, au Canada, le score de crédit est une cote numérique allant de 300 à 900 points. Donc,
Pour illustrer un peu ce score de crédit, je dis toujours c'est un peu comme un gros serveur national, d'accord? Et puis à l'intérieur de ce serveur est stocké nos habitudes, nos comportements au niveau de nos achats, au niveau de la façon qu'on paye nos factures, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque vous payez votre téléphone, votre abonnement téléphonique, si vous payez régulièrement, vraiment à date, vous ne manquez pas de paiement, ben ça va améliorer votre score. Ça va vous donner un bon score. Les dettes que vous avez, par exemple le crédit de votre voiture, pareil, vous payez à date, en temps et en heure, cela va améliorer votre score. À l'inverse, si on manque les dates de paiement, on saute un paiement, ben là, ça va affecter son score de crédit. Donc, un score plus élevé indique une meilleure capacité à gérer le crédit. Les prêteurs se basent sur ce score pour évaluer le risque de prêter de l'argent. Donc, euh, comment les banques interprètent ce score? En fin de compte, c'est que plus le score il est élevé, ben, les banques se disent si une personne n'a pas de problème à payer sa facture téléphonique ou même le prêt de sa voiture, ben ça les met un peu en confiance en disant ben cette personne sera apte aussi à gérer l'argent qu'on va lui prêter. À l'inverse, si une personne a du mal à payer sa facture téléphonique, un montant peut-être de 100, 200 par mois, ben les banques se disent, ben en prêtant un montant plus élevé, ben cette personne aura de la difficulté à nous régler. Donc c'est un peu à ça que sert le score de crédit. Alors aujourd'hui, vous avez des applications qui vous aident en fin de compte à évaluer, à gérer votre score de crédit et puis à le vérifier aussi. Donc le plus populaire, c'est Equifax. Par contre, celui-là, il est payant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous avez énormément de sites qui sont gratuits. Comme par exemple avec votre banque, je sais que la plupart des banques offrent en ligne la possibilité gratuitement de vérifier son score de crédit. Ou sinon, vous avez l'application Borrowell. Donc, cette application, elle est gratuite et ça vous donne exactement les mêmes possibilités qu'Equifax. Donc, je vous conseille vraiment que ce soit Equifax, Borrowell ou votre banque, mais d'avoir un outil qui vous permet d'évaluer votre score de crédit et surtout de gérer et d'améliorer ce score. Alors, on pourrait se poser la question, quel devrait être mon score de crédit? C'est quoi le meilleur score pour acheter une maison? Alors, il y en a qui vont vous dire, ah, c'est 630, 650. Donc, en fin de compte, ça dépend des banques. Mais en tout cas, il faut avoir plus que 600 points pour la demande d'approbation. D'accord? Plus de 600, vous êtes à 640, 650, vous êtes parfait. Vous êtes dans les 700, encore mieux. Alors, maintenant qu'on a parlé du score de crédit, déjà la première chose, vous inquiétez pas. Imaginons que vous allez vous connecter pour la première fois, vous regardez votre score et vous voyez que vous avez un score peut-être dans les 500. Surtout, pas de panique. Il est possible très facilement, au bout de 2, 3 mois, de augmenter son score de crédit. La seule chose, c'est pour augmenter son score, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Comment le score, les points sont calculés, qu'est-ce qui impacte ce score en question. Alors ici, je vous ai mis un petit tableau qui détaille un peu. Alors les paiements manqués, ça c'est le premier, manquer des paiements. Ben c'est la facture de téléphone, c'était le 15 septembre et puis finalement on paye sa facture peut-être 2, 3 jours, 5 jours après. Ben ça a un impact très haut lorsqu'on manque des paiements. Alors good au niveau de la première colonne où c'est marqué bon, là zéro. Donc quand il y a zéro paiement manqué, donc ça c'est bon. Faire, donc ça va. Vous avez manqué un paiement, ça va. Vous avez manqué plus que 2 paiements, là on a besoin de travailler là-dessus. Au niveau des demandes, out inquiries, donc ici c'est tout simplement lorsque par exemple la banque va faire une demande pour savoir c'est quoi le montant de votre score, c'est quoi votre score.
Donc, il va faire une demande dans des bases de données pour savoir c'est quoi votre score. Mais ça affecte un petit peu. Vous voyez, j'ai marqué low. Ça affecte un petit peu. Vous allez chercher une voiture. Vous voulez choper pour une voiture. Donc, vous passez peut-être de concessionnaire en concessionnaire et ils vont vérifier votre score de crédit. Ben là, ce type d'action, ça va baisser votre score de crédit. Parfois, lorsque vous achetez un téléphone portable, parfois on vous pose la question. On vous fait signer une feuille pour vérifier votre code de crédit. Ben là, c'est la même chose. C'est une demande qui est faite. Ben ça affecte un petit peu. D'accord? Ensuite, l'utilisation du crédit. Ben ça, c'est vraiment important. C'est la carte de crédit. Alors, lorsque vous avez une carte de crédit, qu'est-ce qu'on dit? Il ne faut pas utiliser plus de 30% de la carte de crédit. Et là, vous pouvez le voir. De 1 à 30%, vous êtes bon. À partir de 31%, ben là, ça va, entre 31 et 50, et à partir de 51% jusqu'à toute la totalité, ben là, il y a besoin de gérer ça, d'améliorer ça en fin de compte. Donc, c'est pour ça qu'on dit que lorsque vous voulez acheter une maison, les cartes de crédit, vous essayez de ne pas dépasser 30% de l'utilisation. C'est vraiment important. D'accord? Si vous êtes à plus de 30%, c'est pas grave. Juste diminuer ce pourcentage-là autant que vous pouvez. On va voir aussi, par exemple, l'âge du crédit, en fin de compte, c'est quoi? C'est la moyenne des crédits que vous avez. Les cartes de crédit, lignes de crédit, les comptes. Plus ça fait longtemps que vous les avez dans le temps, ben mieux c'est pour votre score de crédit. Ainsi que le nombre de comptes que vous avez, ça aussi, il y a un impact. Il est moins fort, mais il y a un impact quand même. Ça veut dire plus vous avez de comptes, ben plus ça montre aux banques que vous êtes capable de gérer, en fin de compte, plusieurs dettes en même temps. Alors là, vous voyez qu'on dit que bon, c'est 11. Parfois, on dit, 11, c'est quand même beaucoup. Mais il faut savoir que on va compter tous les comptes que vous avez, toutes les cartes de crédit que vous avez, les lignes de crédit ou marge de crédit, votre voiture, les prêts étudiants. Vous voyez, ça va assez vite là. Et donc ça aide. Alors vraiment, le conseil que je vous donnerais par rapport à cette partie-là, c'est vraiment de payer vos factures à temps et puis de diminuer l'utilisation de votre carte de crédit. Quand je dis utilisation, c'est vraiment le taux, se placer à moins de 30%. Ça, c'est vraiment important. Alors, on va continuer avec les astuces pour augmenter ce score. Paiement à temps, d'accord? Alors, si votre facture de téléphone, c'est le 15 février, le 15 de chaque mois, ben, c'est pas le 15 qu'on envoie l'argent pour payer la facture, mais on va le faire peut-être 3-4 jours avant, le temps que ça arrive au fournisseur. Réduisez vos soldes de carte de crédit. Ben, si vous êtes à plus de 50%, là, à plus de 30%, vous ramenez ça à moins de 30%. Diversifier les types de crédit. Imaginons que vous avez la possibilité d'avoir une marge ou une ligne de crédit. Juste accepter cette marge ou cette ligne. Surveillez votre rapport de crédit. Ben là, c'est vraiment important d'avoir un outil qui vous permet en fin de compte de monitorer votre score et puis d'ajuster les choses. Accepter les augmentations de limite de crédit. Donc souvent, ça arrive lorsque vous gérez bien votre carte de crédit, ben, les banques régulièrement vont vous envoyer une lettre vous disant que on vous augmente de X montant de dollars. Acceptez si vous pensez que vous n'avez pas de difficulté à gérer vos cartes de crédit. Alors maintenant, la banque, ça c'est petite cartographie pour vous montrer les vérifications de la banque. On a parlé de l'emploi. Donc, avant de vous donner cette fameuse lettre de préapprobation, donc la banque va vérifier l'emploi, quel type d'emploi que vous avez. Votre statut au Canada, c'est vraiment important puisque il y a des règles qui s'appliquent. Si vous avez votre mise de fonds de 5%, vous allez me dire oui, mais comment on sait ces 5% représentent quoi en fin de compte puisqu'on n'a pas encore choisi de maison, ça c'est normal. Mais si vous avez entre 15 et 20 000, vous êtes déjà correct pour commencer.
Votre score de crédit, très important, et le taux d'endettement. Donc, tout simplement, de voir par rapport au salaire que vous avez annuellement, votre brut, ben, quelles sont vos dépenses. Alors, ça y est, vous avez rempli tous les critères et puis là, la banque dit, OK, tout est parfait. Puis la banque va vous donner votre lettre de préapprobation. Donc, c'est juste une lettre qu'on vous envoie par courriel en disant que monsieur X et madame X ont été préapprouvés pour un montant de X dollars. Et ça veut dire que maintenant, vous pouvez commencer à chercher une maison jusqu'à tel montant. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'utiliser tout le montant, mais en tout cas, ça, c'est votre limite. Donc, attention, arrivé à ce moment-là, il faut surtout pas ouvrir de nouveaux comptes de crédit. Il ne faut pas changer d'emploi et il ne faut pas prendre d'autres crédits. C'est pas le moment, je veux dire, d'acheter une nouvelle voiture. Parce que cette lettre de préapprobation, donc la banque a analysé votre situation et a donné son accord par rapport à une situation donnée. Donc, à un moment donné, vous allez dire que vous avez trouvé une maison et là, vous allez demander à la banque la lettre définitive. Et la lettre que vous voyez là, ça, c'est la lettre définitive. Donc, après avoir trouvé une maison, votre agent immobilier va monter un contrat, va faire une offre au vendeur. Le vendeur va l'accepter. Et c'est ce contrat-là qu'on va envoyer à la banque et pour dire à la banque, OK, on avait la lettre de préapprobation, ben maintenant notre client a trouvé une maison, le vendeur est d'accord pour vendre, voilà le contrat. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner une lettre d'approbation, une lettre définitive, excusez-moi, une lettre définitive. Et donc, la banque, à ce moment-là, va faire une dernière vérification et c'est de voir est-ce que votre situation n'a pas changé. Votre situation n'a pas changé? Parfait, ils vont aller de l'avant. Votre situation a changé? Ben là, ils vont faire une réévaluation. D'accord? Donc, ne faites rien qui pourrait impacter l'approbation finale de votre hypothèque. Alors, peut-être vous pensez, parfois on se dit, mais c'est quoi ce montant? Est-ce que nous, on peut savoir le montant que va donner la banque? Donc ici, c'est juste un petit calcul vite fait que nous, agents immobiliers, on utilise et que je veux partager avec vous. Donc là, c'est très simple. Une personne qui gagne 70 000 dollars par an, d'accord? Ce 70 000 là, on va le multiplier par 4. Donc le chiffre 4, c'est un chiffre un peu magique. C'est le chiffre que les banques nous disent d'utiliser, d'accord? Donc, lorsqu'on multiplie par 4, ça donne 280 000. Donc, une personne qui est seule, qui gagne 70 000 bruts à l'année, ben, les banques, plus ou moins, vont accorder 280 000 dollars. Maintenant, prenons l'exemple d'un couple. Donc, monsieur gagne 61 000, madame gagne 72 000. Donc, on additionne les deux et ça nous donne un revenu brut à l'année de 133 000. Donc, les 133 000, on va multiplier ça par 4 et ça nous donne 532 000, plus ou moins. La lettre d'approbation ira dans ce sens-là. D'accord? Par contre, attention, le montant que vous avez ici, que ce soit le 280 000 ou le 532 000, bien sûr, nous, on ne parle pas de dette. Là, c'est avec zéro dette. Donc, imaginons finalement que, en plus de ça, dans le premier exemple, cette personne a une voiture, cette personne paye 500, peut-être 500 dollars par mois, ben, ce sera plus de 280. Ça va diminuer, le montant va diminuer. Un couple, la même chose, avec une voiture 500 dollars par mois, le montant va aussi diminuer. Mais le couple en question, vous voyez que quand même, c'est 532 000. Donc, même si on arrivait à 460 000 pour ce couple, on serait toujours correct pour acheter une bonne maison. Donc, par contre, si on revient à l'exemple, premier exemple, à 280 000, ça va nous descendre pas mal. Déjà, 280 000, c'est un petit peu juste. Donc, ça va un peu affecter par rapport au choix qu'il va avoir sur le marché.
Au niveau des tendances maintenant, donc les tendances, c'est un peu simple, là, je dirais. Ben, vous savez un peu qu'est-ce qui se passe hein, au Nouveau-Brunswick, surtout depuis le Covid. On était un peu, le Nouveau-Brunswick était un peu la province à la traîne par rapport au prix des maisons. Mais là, on est en train pas mal de se rattraper. Donc ici, si vous regardez en 2020, là, j'ai pris l'exemple pour Moncton. En 2020, une maison, la moyenne des maisons, c'était 204 592. Donc, de 2020 à 2023, nous sommes passés à 340 512. Puis, vous pouvez voir ce graphe, ça va en montant. D'accord? Donc, plus on avance dans le temps maintenant, puis plus les prix augmentent. Bien sûr, il y a des fois, vous allez voir qui ça va un peu stagner, ça va un petit peu baisser, ça dépend des saisons, mais sinon, c'est quand même la tendance, on est vers le haut. Si vous regardez la première image, le nombre de jours sur le marché, ça aussi c'est intéressant. Donc en 2020, les listings restaient sur le marché environ 91 jours avant la vente. En 2021, 54 jours. En 2023, 43 jours. Donc plus on avance, plus les prix augmentent et plus les maisons se vendent vite. Ben, c'est tout ça simplement c'est dû à l'offre et la demande. En fin de compte, la province grossit, le nombre de population vraiment grandit depuis quelques années là déjà. Donc il y a une histoire d'offre et de demande qui fait que les prix augmentent et puis il y a aussi moins d'offres sur le marché. Donc c'était un peu ça. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à me contacter 506 588 72 50 pour qu'on puisse discuter. Ça me ferait vraiment un plaisir de vous aider.